Le but de cette vidéo est de présenter les notions de dérivée partielle et de dérivée selon la direction d'un vecteur choisi pour une fonction de deux variables. Tout d'abord, je voudrais commencer par rappeler quelques éléments qui sont liés à la dérivation en une seule variable, afin de vous faire sentir ce qui change fondamentalement dans le cas de plusieurs variables. Pour le cas d'une seule variable, si l'on souhaite étudier la dérivabilité d'une fonction f en un point A de son domaine de définition, on va étudier la limite du taux d'accroissement f de u moins f de a divisé par u moins a. C'est-à-dire qu'on fait le quotient entre l'accroissement de la fonction et l'accroissement de la variable. Si ce taux d'accroissement admet une limite réelle L lorsque u tend vers a, on dira que f est dérivable en a et on posera f' de a égale L. Géométriquement, f est dérivable en a et f' de a égale L est équivalent à l'existence d'une droite tangente à la courbe de vecteur directeur qui a pour coordonnées 1,L. Cette droite offre une bonne approximation de la courbe près du point A. Cela permet de donner une bonne visualisation du comportement de la fonction. Et enfin, on a prouvé que f est dérivable en a si et seulement si f admet une formule d'approximation à l'ordre 1, autrement dit un développement limité à l'ordre 1, selon la formule suivante, on a f de u qui est égal, lorsque u est proche de a, à f de a plus L multiplié par u moins a plus un petit taux de u moins a. Alors ces notions ne peuvent pas toutes être généralisées dans le cas de deux variables, comme c'est résumé dans le tableau suivant. Si l'on reprend une par une les trois notions du slide précédent, on peut remarquer des différences fondamentales entre le cas d'une variable et le cas de plusieurs variables. Première chose, étude de la limite du taux d'accroissement. Alors dans le cas de deux variables, la notion même de taux d'accroissement est un non-sens. On ne va pas pouvoir diviser par u-a. U-a ici, si u est égal à xy et que a est égal à x0, y0, c'est un élément de R2. Ça vaut x moins x0, y moins y0. Et on ne peut pas faire de quotient par un vecteur de R2. On est donc obligé de simplifier le problème, et pour cela on va se déplacer le long de droite. On le fait de deux façons différentes. Comme on l'a déjà vu dans la séquence précédente, une des façons de simplifier le problème, c'est de fixer toutes les variables sauf une. Cela revient à déplacer notre point xy le long d'une droite passant par A qui est parallèle aux axes. Et ça, c'est la notion qu'on appelle les dérivées partielles de f en A selon chacune des variables. C'est une notion que vous avez déjà vue en physique par exemple. Et que l'on va définir plus précisément dans les prochains slides. Une autre façon qui permet de généraliser un peu plus la situation, et que l'on va définir également dans la suite de cette vidéo, consiste à se déplacer le long d'une droite qui va passer par A aussi, mais qui va être dirigée par un vecteur V que l'on aura choisi. Ici on se déplace le long d'une droite, mais elle n'est plus forcément parallèle aux axes. C'est la notion de dérivée selon la direction d'un vecteur V fixé. Si l'on regarde maintenant le deuxième aspect, l'aspect géométrique, pour le cas d'une seule variable, on a vu que être dérivable, ça correspondait à avoir une droite tangente à la courbe dont un vecteur directeur est W de coordonnées 1L. Ici, les choses vont pouvoir être généralisées au cas de deux variables, puisque le fait de se déplacer le long de droite correspond en fait à faire des coupes par des plans verticaux. Et donc on va obtenir, dans le cas où les fonctions admettront des dérivées partielles selon les variables, ou admettront une dérivée dans la direction d'un vecteur V que l'on aura choisi, des droites tangentes à la surface. Cependant, il ne faut pas oublier que ici, le graphe de f est visualisé par une surface, et donc obtenir des droites tangentes nous donne quelque chose d'incomplet en termes de comportement de la fonction. Il serait préférable de pouvoir modéliser la surface par un petit bout de plan, et ça, ce n'est pas toujours possible. Pour cela, il faut une condition supplémentaire vérifiée par f, et on verra ça surtout en 2A. Enfin, concernant la formule d'approximation à l'ordre 1, c'est-à-dire l'idée que f est dérivable si et seulement si elle admet un développement limité à l'ordre 1 au point petit a, on peut généraliser la notion de développement limité au cas de deux variables. Lorsque f admet un développement limité en deux variables près du point A, on dit que f est différenciable en A, mais contrairement au cas d'une seule variable, on verra qu'il n'y a pas d'équivalence avec l'existence des dérivées partielles. Donc ce dernier point sera développé l'année prochaine, dans votre cours de deuxième année. Je ne m'étends pas plus sur ces notions qui sont encore trop floues, mais il me semblait important de motiver un peu l'introduction des outils que sont les dérivées partielles et les dérivées directionnelles, et surtout de vous faire réaliser que la donnée de ces éléments n'est pas forcément suffisante pour décrire le comportement de la fonction étudiée. En fait, ces notions ne sont qu'une première étape sur le parcours qui va nous mener à l'étude locale de la fonction f près de a. On va maintenant définir plus précisément la notion de dérivée partielle selon une variable donnée. Bon, ce sont des éléments que vous avez déjà vus et utilisés dans les autres sciences, en physique et en chimie par exemple.
On va leur donner un sens mathématique précis ici. Considérons f une fonction définie sur oméga, un ouvert de R2. Alors on se place sur un ouvert ici, car on veut pouvoir étudier le comportement de f près du point A, et le fait d'être sur un ouvert, comme A appartient à oméga, ça nous assure qu'il existe un petit r strictement positif, tel que la boule de centre A et de rayon petit r est incluse dans oméga. Autrement dit, oméga est un voisinage de A. Et donc cela assure le fait que f est bien défini tout autour du point A. On dit que f admet une dérivée partielle selon la première variable en A, si sa première application partielle, c'est-à-dire f indice a 1, est dérivable en x0, ce qui s'écrit selon les différentes formes qui sont exposées ici. Cela revient à étudier la dérivabilité d'une fonction d'une seule variable, soit grâce à des propriétés algébriques, soit en revenant à la définition à l'aide du taux d'accroissement. Donc on a écrit ici les différentes formes de taux d'accroissement. On va pouvoir par exemple étudier f du couple x, y0 moins f de x0, y0 divisé par x moins x0 et observer si lorsque x tend vers x0, cette grandeur a une limite L appartenant à R. Lorsque la limite L existe et est réelle, on dit que f admet dérivée partielle selon sa première variable en A, et on note L égale d rond f sur d rond x au point x0, y0. On définit de manière analogue la dérivée partielle selon la seconde variable, et on peut aussi facilement généraliser cette définition au cas de fonctions de 3 ou même de n variables. Alors géométriquement, le dessin suivant illustre la démarche. Si l'on fixe toutes les variables sauf la première, cela veut dire que x va varier, mais que y va être bloqué à la valeur y0. Donc cela revient à se déplacer sur cette droite que j'ai dessinée en bordeaux, et cela correspond en fait à considérer un plan de coupe verticale et à regarder au niveau de f la courbe, qui est ici aussi dessinée en bordeaux, qui va être sur la surface du graphe de la fonction f. On aura f qui admet une dérivée partielle selon la première variable au point A, si et seulement si la courbe dessinée ici en bordeaux admet une tangente au point A, et cette tangente elle est dirigée par le vecteur U1 dont les coordonnées sont 1, 0 et L, la valeur de la dérivée partielle. De même, lorsque l'on étudie l'existence de la dérivée partielle selon la deuxième variable, cela revient à bloquer toutes les variables sauf y, donc ici on bloque x comme étant égal à x0, et on fait varier y, cela veut dire qu'on se déplace sur cette droite qui est de couleur vert d'eau. Et cela revient à tracer un plan de coupe verticale pour regarder la courbe, en vert aussi ici, qui est sur la surface représentée par f, et à regarder si cette courbe admet une tangente, qui va être ici dirigée par le vecteur U2, dont les coordonnées sont 0, puisqu'on n'a pas de déplacement en x, 1, et puis la valeur de la dérivée partielle de f selon sa deuxième variable. Alors il faut remarquer que la connaissance de ces deux droites tangentes ne suffit pas à décrire la forme de la surface de la fonction f près de A. On aurait envie de modéliser la forme de la surface de la fonction f près de A par un petit morceau de plan, le plan qui serait engendré par les deux droites tangentes, donc engendré par les vecteurs U1, U2 et qui passe par le point M0. Et pour cela, il va falloir avoir d'autres hypothèses sur la fonction f. L'existence des dérivées partielles ne suffit pas. En effet, on peut illustrer ce problème avec l'exemple que l'on a déjà bien étudié plusieurs fois de la fonction f qui a xy associe le produit x fois y divisé par x2 plus y2 lorsque xy est différent de 0, 0, et 0 si xy est égal à 0, 0, donc c'est un graphe que vous connaissez bien maintenant. Ici je l'ai représenté de façon statique, si vous voulez pouvoir le voir en rotation, je vous engage à retourner voir la première séquence vidéo de ce chapitre. Et si on regarde les applications partielles, on a vu que ces applications partielles étaient en fait la fonction nulle. Donc ça va être une fonction qui va être dérivable en 0. Ici on peut le revérifier en faisant l'étude du taux d'accroissement. Pour x non nul, si on calcule f de x et de 0 moins f de 0 et 0, et que l'on divise ça par x, on obtient 0. Et quand on fait tendre x vers 0, cela tend vers une limite réelle qui est 0. Cela veut dire que la dérivée partielle de f
par rapport à la première variable en 0, 0 existe et qu'elle vaut 0. Et cela correspond géométriquement à dire que la droite que j'ai dessinée ici en vert foncé est une droite qui est tangente au graphe représentant f près du point 0, 0. De la même façon, si on regarde la dérivée par rapport à la deuxième variable, on va avoir f de 0 et de y moins f de 0, 0 divisé par y moins 0 qui vaut identiquement 0. Donc lorsque y tend vers 0, ceci admet une limite réelle, donc la dérivée partielle de f par rapport à la deuxième variable en 0, 0 existe et vaut la valeur de cette limite, elle vaut donc 0. Et la droite qui passe par le point 0, 0 et qui est dirigée par le vecteur que j'ai appelé U2 dans le dessin précédent, donc en fait c'est la droite qui correspond juste à l'axe des ordonnées ici, va être une droite qui va être tangente au graphe de la fonction f. Et on se rend bien compte, si on connaît le graphe de cette fonction, que l'on ne va pas pouvoir approcher le graphe de la fonction f par le plan qui est engendré par ces deux droites, puisque le plan qui est engendré par ces deux droites, c'est le plan qui est dessiné en grisé ici. Bon, il faudra attendre l'année prochaine pour étudier à quelles conditions sur la fonction on va pouvoir donner des approximations par un plan. Donc tout ceci est à suivre. Dans ce chapitre ici, ce qu'on attend de vous, c'est que vous soyez en capacité de nous dire si une fonction admet des dérivées partielles et de calculer ces dérivées partielles. Alors avant de parler de calcul, je voudrais faire une remarque sur la précision avec laquelle vous devez à la fois employer le vocabulaire et également les notations, surtout que là on n'est pas là pour vous conseiller au fur et à mesure, donc c'est important que vous ayez cela en tête. Faites bien attention, d'une part la phrase entre guillemets f est dérivable n'a aucun sens dans le cas de fonctions de plusieurs variables. On va dire f admet des dérivées partielles. Donc je vous engage à lire la petite note qui est dans le poly par rapport à ça. Donc deuxième chose, faites attention à ne pas confondre le x qui apparaît dans la notation df sur dx, qui est en rouge ici au dénominateur, et qui est là juste pour rappeler qu'on effectue le calcul de la dérivée partielle par rapport à la première variable de f, puisqu'en général on note x et y, les variables utilisées pour f, et puis le point xy où on effectue le calcul. Troisième chose, et là faites attention aux mauvaises habitudes que vous avez pu prendre dans les autres matières, en mathématiques on est très pointilleux sur ce genre de choses, bon ça vous le savez déjà. Il ne faut pas confondre df sur dx, qui est une fonction, avec df sur dx en xy, qui est un nombre. Ça veut dire qu'il faudra absolument proscrire des notations du style de celle-là, puisque là en fait vous êtes en train de confondre la fonction et le nombre. Donc vous écrivez les variables, vous écrivez df sur dx en xy est égal à 2xy plus y facteur de cos de xy. Et la deuxième erreur qu'on voit souvent, c'est de mettre le xy comme si on écrivait une fraction. Attention, il ne s'agit pas de faire une fraction ici, mais bien de calculer la dérivée d'une fonction d'une seule variable. Donc cette notation-là aussi est à proscrire. En fait, cette notation-là, elle est révélatrice d'une erreur de raisonnement. Alors je vais maintenant traiter une partie de l'exercice qui est dans votre poly, c'est l'exo-CM numéro 4, comme ça vous permettra d'en avoir une correction orale détaillée. Mais je vous conseille de prendre le temps de chercher l'exercice et donc de mettre cette vidéo en pause pendant un moment pour essayer de faire l'exercice par vous-même avant de voir la correction. Ça y est, vous avez pris le temps de chercher un petit peu l'exercice ? Alors, je commence par rédiger la réponse à la question 2. Vous regarderez la correction de la question 1 sur le document écrit. Donc sur R2 privé de 0, 0, f admet des dérivées partielles par propriété algébrique. En effet, c'est un quotient de deux fonctions qui admet des dérivées partielles selon chaque variable, et tel que le dénominateur ne s'annule pas. Concernant la question 3, on demande de calculer les dérivées partielles de f en xy différentes 0, 0. Ici, on peut travailler par propriété algébrique, puisqu'on connaît l'expression de f sur tout un voisinage du point xy. Il s'agit d'un quotient. Pour calculer la dérivée partielle selon la première variable, on considère y comme une constante, et on va donc dériver le quotient u sur v, entre guillemets, qui vaut donc u'v moins uv' sur v carré. On va ensuite développer, puis simplifier, et l'on obtient x4 moins y4 plus 4x2y2 divisé par x2 plus y2, le tout au carré. On procède de manière analogue pour la dérivée partielle selon la seconde variable. Il s'agit à nouveau de dériver un quotient, cette fois-ci x est une constante et y varie, et l'on obtient, après simplification, moins 4x au cube y divisé par x2 plus y2 au carré.
Question 4, on cherche maintenant à étudier si f admet des dérivées partielles en 0, 0 selon chaque variable. Ici, on ne peut pas utiliser les propriétés algébriques car on n'a pas d'expression de f qui soit valable sur tout un voisinage de 0, 0. On doit revenir à la définition. Ainsi, on étudie la limite du taux d'accroissement de la fonction où l'on fixe y à 0 et où on fait varier x. On obtient f de x est de 0 moins f de 0, 0 divisé par x moins 0. Après calcul et simplification, ceci est une constante qui vaut 1. Donc lorsque x tend vers 0, on obtient une limite réelle qui vaut 1, ce qui veut dire, puisque la limite existe et qu'elle est réelle, que f admet une dérivée partielle selon sa première variable en 0, 0, et que df sur dx en 0, 0 est égal à 1. On procède de manière analogue pour la dérivée partielle selon la deuxième variable en 0, 0, et l'on obtient, après calcul du taux d'accroissement et passage à la limite quand y tend vers 0, que f admet une dérivée partielle selon sa deuxième variable en 0, 0 et que celle-ci est égale à 0. On va maintenant définir la notion de dérivée partielle selon la direction d'un vecteur v fixé. Alors on considère f une fonction définie sur oméga, toujours un ouvert. On prend a égale x0, y0 dans oméga et on choisit v égale alpha, bêta, un vecteur non nul. On dit que f admet une dérivée partielle première en a selon le vecteur v. Alors le mot première ici est là parce que on va ensuite pouvoir définir les dérivées partielles secondes, ce que vous pourrez voir en lisant la fin du chapitre tout seul. Donc la plupart du temps, on n'écrit pas ce dérivée partielle première. On dit que f admet une dérivée partielle en a suivant le vecteur v ou dans la direction du vecteur v lorsque la fonction g qui a t associe f de a plus tv est dérivable en 0. En fait, le fait de considérer le point m de t qui a pour coordonnée a plus tv, cela revient à se déplacer sur la droite qui passe par a et qui est dirigée par le vecteur v. Lorsque t égale 0, on est en a. C'est pour ça qu'on étudie la dérivabilité de cette fonction en 0. Autrement dit, f admet une dérivée partielle en a selon la direction du vecteur v est équivalent à étudier si le taux d'accroissement f de a plus tv moins f de a divisé par t admet une limite réelle quand t tend vers 0. Lorsque cette limite existe et qu'elle est réelle, j'insiste sur le fait qu'elle doit être réelle, alors on va noter cette limite comme étant grand D indice V de f en A. Et c'est exactement égal à G' de 0. Géométriquement, la démarche est exactement la même qu'avec les dérivées partielles, sauf que l'on se déplace le long de la droite qui passe par A et qui est dirigée par le vecteur V. On va donc faire une coupe avec un plan vertical, mais celui-ci ne sera pas forcément parallèle aux axes. Et on obtient, lorsque la dérivée partielle dans la direction de V existe, une droite qui est tangente à la surface, qui est la droite tangente à ma courbe dessinée ici en orange. Pour finir, je vais présenter un dernier exemple de calcul de dérivée selon la direction d'un vecteur V de coordonnées alpha, bêta. Donc je considère la fonction f qui a xy associe x fois y au carré divisé par x2 plus y2 lorsque xy est non nul, et 0 lorsque xy égale 0, et là je vais calculer les dérivées dans la direction du vecteur v au point a égale 0, 0. Donc on ne peut pas utiliser les propriétés algébriques. Vous avez un exemple dans votre poly où on utilise des propriétés algébriques. Ici, il faut revenir à la définition grâce au taux d'accroissement. On va calculer f de a plus tv moins f de a divisé par t. Sachant que a plus tv est exactement égal au couple t alpha t bêta, on est donc amené à calculer pour t non nul f de t alpha virgule t bêta moins f de 0, 0 divisé par t. On effectue le calcul de ce quotient. Et après simplification, le quotient vaut alpha fois bêta carré divisé par alpha carré plus bêta carré. Alors ça tombe bien puisque le vecteur v est non nul, donc alpha carré plus bêta carré est différent de 0. On obtient bien une limite réelle qui dépend de alpha et de bêta. Comme la limite est réelle, ceci prouve bien que f admet une dérivée partielle en 0, 0 dans la direction de v égale alpha bêta et que celle-ci est égale à alpha fois bêta carré divisé par alpha carré plus bêta carré. Nous voici donc arrivés à la fin des notions que je voulais expliquer en vidéo. Pour terminer ce chapitre, il vous reste encore à étudier les deux dernières parties du poly que vous pouvez faire en autonomie. Il s'agit d'une part de définir les fonctions de classe C1,
Ce sont les fonctions qui admettent des dérivées partielles et telles que ces dérivées partielles sont continues. Ensuite, on définit les dérivées partielles d'ordre supérieur, et en particulier les dérivées partielles secondes. On définit ensuite les fonctions de classe C2, puis le théorème de Schwartz. Ce sont vraiment deux parties que vous pouvez lire en autonomie, c'est pour ça que je ne les aborde pas en vidéo. Et ceci conclut donc la dernière vidéo de l'année. Je vous dis à bientôt, et je vous félicite pour votre engagement et votre persévérance tout au long de cette période qui a été, il faut le dire, assez compliquée.